Dans cette édition, nous ferons une incursion dans la vie des orphelins, enfants vulnérables du fait du VIH-Sida. Qui sont-ils? Quel est leur quotidien et comment sont-ils pris en charge? Nous aurons des réponses tout à l'heure. Plusieurs véhicules ont été incendiés dans la nuit d'hier après des heurts à Niangon Nord dans la commune de Yopougon. Bonsoir, bienvenue au 19h. Les orphelins, enfants rendus vulnérables OEV, sont légion dans le pays. Ces enfants ont besoin d'une assistance tant psychologique que matérielle en raison de leur vulnérabilité. À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, la rédaction de RTI2 s'est intéressée aux orphelins enfants vulnérables du fait du VIH-Sida. Qui sont-ils? Que renferme leur quotidien? Comment s'insèrent-ils dans la société et comment sont-ils pris en charge? Direction la commune d'Atekoubé qui compte plus de 2600 OEV. Nos reporters ont échangé avec une famille vulnérable du fait du VIH-Sida et avec des membres de l'ONG Némémon qui se chargent d'assister les enfants orphelins vulnérables. Suivez ce reportage. Dans la commune d'Atekoubé réside ce garçon que nous nommerons Léon. Léon se démarque dans son entourage par sa vivacité et son leadership naturel. À la différence de ses petits camarades, Léon, quatrième d'une fratrie de 5 enfants, vit avec le VIH-Sida depuis sa naissance. S'il n'est pas informé de son statut, Léon n'ignore pas sa routine quotidienne. Quand on lève matin, maman, je donne le coma, matin, midi, fois. Bien qu'il n'ait pas contracté le VIH-Sida, le frère aîné de Léon, que nous nommerons Alain, est au fait des habitudes de son frère. Je veux qu'il arrête les médicaments. Je ne veux pas le voir souffrir. La mère de Léon et d'Alain, que nous appellerons Myriam, a contracté le VIH-Sida alors qu'elle était enceinte de Léon. Sa dernière née, désignée Amina, suit un traitement pour ne pas être contaminée à son tour. Les soins gratuits sont offerts à Léon, son père et sa mère, tous les 3 infectés par le VIH-Sida, par des centres de santé environnants. Si la mère de Léon, Myriam, n'ose pas informer ses proches de son statut par peur d'être stigmatisée, elle s'attelle à protéger ses enfants du regard et du jugement que pourrait leur porter leur entourage. Chacun a ses enfants. Bon, on ne peut pas connaître dans le cœur de tout un chacun. Donc moi, je suis là, ici orpheline de mère. Et oui, ici, mon papa aussi, bon, il vit, mais je ne sais pas où il est. Donc, c'est grâce à le monsieur que je suis ici, là. C'est lui qui m'a envoyé ici, c'est lui qui fait tout pour moi. Donc, maison que mes tantes, là, eux, je vais les rendre visite de temps en temps. Donc, oui, je suis là, je ne sais pas si aujourd'hui, je m'en vais leur dire. S'ils vont accepter que moi, je puisse aller les rendre visite, ils vont dire pour ne pas que ça arrive aussi à leurs enfants. Rendus vulnérables du fait du VIH-Sida, cette famille peine à joindre les deux bouts. Léon et son frère Alain se retrouvent le plus souvent hors des bancs de l'école, faute de moyens financiers. Ce vendredi, leur mère Myriam a décidé de se rendre dans les locaux de l'ONG Némémon, qui signifie en langue hatchan « Voici ma main ». Le but de sa visite, négocier un financement pour assurer la scolarité mensuelle de ses enfants. Satisfaite de l'issue de sa visite, Myriam retourne chez elle soulagée. Cet apaisement, elle le doit à l'ONG Némémon qui a décidé de porter une assistance psychologique et sociale à ses enfants, comme à d'autres orphelins et enfants vulnérables du fait du VIH-Sida. Les OEV, généralement, ce sont des enfants de 0 à 17 ans que nous prenons en charge. Ce n'est pas forcément tous les enfants infectés. Il y a les enfants affectés. Les enfants affectés, nous les prenons en charge, puisque dans la famille, il y a un PVVIH. Le suivi se fait d'abord par l'identification d'un certain nombre de bénéficiaires. Après l'identification, l'enrôlement dans le dossier, nous faisons le suivi. Nous apportons des soutiens, à savoir le soutien psychosocial, la santé, l'éducation et la protection de l'enfant. Dans le domaine du VIH, nous travaillons en collaboration avec les centres de santé qui sont habilités à faire le dépistage. Et lorsqu'une personne est dépistée positive, en plus du suivi clinique, nous faisons le suivi communautaire pour nous assurer que la personne
au-delà des services que le centre de santé leur apporte, nous puissions les aider sur le domaine humanitaire. Ce garçon que nous nommerons Enza Kone est âgé de 25 ans. Ex-enfant orphelin vulnérable du fait du VIH-Sida, il a été recueilli par l'ONG Némémon lorsqu'il n'avait que 6 ans. La vie n'a pas toujours été facile pour lui, mais aujourd'hui, il semble avoir sorti la tête de l'eau. C'est grâce à l'ONG. Aujourd'hui, j'ai eu mon PPC. Ça fonctionne très bien. Je suis dans une petite boîte. Je me débrouille. En tout cas, ça va. Grâce à l'ONG, ça va. À l'instar d'autres organisations non gouvernementales, l'ONG Némémon bénéficie du soutien de la mairie d'Atekoubé qui lui a offert son site dans le quartier Banco. En son temps, on avait un budget de 2 millions pour aider ces enfants et toujours mener la lutte dans la commune. Et également, ce qui a trait aux prises en charge scolaires, on peut arriver à un montant de 500 000. Et l'objectif que nous voulons atteindre, c'est d'accorder des soutiens aux ONG. Il y a les ONG qui bénéficient déjà de 500 000 francs par an, d'autres 1 million dans l'ensemble, mais tout le monde n'est pas pris en compte. On tient compte de vos activités, on tient compte de vos capacités et on vous octroie l'aide au niveau de la municipalité. La commune d'Atekoubé abrite plus de 2500 orphelins et enfants rendus vulnérables. Ces enfants manquent de quelque chose. Et cette chose, c'est l'amour. De l'amour et un soutien financier, c'est essentiellement ce dont ont besoin les enfants rendus vulnérables par le VIH-Sida. Cette pathologie continue de faire des ravages dans la commune d'Atekoubé en particulier et dans l'ensemble du pays en général. La Côte d'Ivoire a enregistré en 2019 12 000 nouvelles infections selon des chiffres officiels. Pour faire face à cette situation, la sensibilisation au danger du VIH-Sida se poursuit sur le terrain. Pour l'heure, avec l'appui des autorités municipales et de l'ONG Némémon, Léon vit au mieux sa condition et continue de nourrir ses rêves d'enfant dans l'optique d'un avenir radieux. La Direction générale de la RTI, en partenariat avec l'Institut polytechnique des sciences et techniques de la communication, a initié du 1er au 2 décembre sur tous ces sites de Cocody, Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2, la 3, RTI Boaké, une opération de don de sang en vue de contribuer à sauver des vies et répondre ainsi à l'appel du Centre national de transfusion sanguine. Des véhicules de transport dont un bus et des particuliers ont été incendiés dans la nuit d'hier à Yopougon par des individus dans le quartier de Niangon Nord. Selon des témoins, il s'agit de 2 minicars communément appelés Baka, un bus et 4 véhicules qui ont été incendiés par ces individus non encore identifiés. Antoine Bassa. Les souvenirs sont encore vifs dans la mémoire de ce jeune riverain qui a assisté ce lundi soir à l'incendie de 5 véhicules au quartier Niangon Nord, dans la commune de Yopougon. J'étais là vers 19h30, 20h, parce que j'avais vu des jeunes. On a pensé qu'ils étaient en train de se bagarrer. Ils avaient des pieds dans leurs mains. Et du coup, ils ont commencé à agresser les véhicules. Ils ont cassé les vitres et ensuite, ils ont mis le feu. Avant l'arrivée des forces de l'ordre, ils se sont déversés. Voilà. Passé les heures chaudes, le directeur du Haut Conseil des entreprises de transport, meurtri, vient s'enquérir de la situation. C'est avec amertume que nous constatons ici donc, des véhicules qui ont été incendiés. Et pour tout opérateur économique, cela constitue un gâchis énorme. Ce n'est pas la première fois que Yopougon enregistre de tels actes de vandalisme. Toutefois, les responsables des chauffeurs de taxi de la commune restent confiants et rassure. Nous faisons confiance aux forces de l'ordre, nous faisons confiance au gouvernement et nous demandons à nos camarades de rester engagés et que nous allons travailler. Nous allons toujours continuer à faire notre travail. Appeler au calme afin de garantir la continuité de leur action, celle de transporter les populations, c'est ce à quoi se livre désormais M. Diaby. Je voudrais profiter de l'occasion qui nous est offerte pour lancer un appel au calme à toutes ces personnes qui se livrent donc à ces actes qui visent donc à incendier des véhicules. Le transport est un droit. Les populations ont droit à leur déplacement. En attendant que ces appels au calme soient entendus, pour la sérénité des conducteurs et le bonheur des usagers, les taxis continuent de circuler à Yopougon.
Le président de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, Jean-Claude Koulibaly, a annoncé ce 1er décembre le report de la nuit des Ebonies. Initialement prévu du 4 au 6 décembre, l'événement est reporté en 2021, précisément du 22 au 24 janvier. Les raisons de ce report avec Joël Gosset et Jean-Marc Djadji. Les Super Ebonies 2020 seront finalement connus en 2021. Initialement prévus pour les 4, 5 et 6 décembre 2020 à l'hôtel président de Yamoussoukro, la 22e édition des prix Ebony a été reportée. Jean-Claude Koulibaly, président de l'UNJCI, au cours d'une conférence ce mardi 1er décembre 2020 à la Maison de la Presse au Plateau, a annoncé la nouvelle en présence des acteurs du journalisme de Côte d'Ivoire. C'est un report qui s'est imposé à nous. Si ça ne tenait qu'à nous, on faisait Ebony en décembre. Reporté en raison de la visite officielle du président français Emmanuel Macron sur la terre d'Eburnie, fixée du 20 au 22 décembre prochain, la 22e nuit de la communication se tiendra désormais du 22 au 24 janvier 2021, toujours à Yamoussoukro, hôtel président. Ce sera l'occasion, comme il est de coutume, de récompenser ces journalistes qui ont su se démarquer dans l'exercice de leur métier. Je profite de l'occasion pour appeler nos partenaires et les journalistes à une mobilisation pour la réussite de la 22e édition des Ebonies. Le thème de cette rencontre, quel journalisme pour une Côte d'Ivoire rassemblée, et les prix en compétition sont le Super Ebony, l'Ebony presse écrite, l'Ebony numérique, l'Ebony radio et l'Ebony télé. On s'intéresse à un séminaire d'information et de formation. Il vise à renforcer les capacités des présidents de section de l'organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique en Côte d'Ivoire, ceux d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Ces présidents de section ont bénéficié des réformes du nouveau programme harmonisé envisagé par les organisations en charge de l'éducation islamique et ses partenaires. Pagasoro Kone de Madongui. Responsable et membre de l'Organisation des établissements d'enseignement confessionnel islamique à Côte d'Ivoire OSI, réunis à la Grande Mosquée de Williamsville dans la commune d'Adjamé pour réfléchir sur le nouveau programme harmonisé d'études que le ministère de l'Éducation nationale avec les organisations en charge de l'éducation islamique et leurs partenaires projettent mettre en place pour un enseignement islamique de qualité et pour la formation des citoyens utiles non seulement à la religion, mais surtout utiles à la nation. Nous allons demander à nos enseignants pour vraiment appliquer le programme du ministère de l'Éducation nationale. Et aussi le programme que nous nous sommes donné, il faut aussi enseigner. Parce que nous voulons avoir des citoyens qui sont capables non seulement de servir le pays, de servir aussi la religion. Ce séminaire d'information et de formation sur la mise à jour de son programme d'études arabes de l'enseignement confessionnel islamique a vu la participation des présidents des sections d'Abidjan et ceux de l'intérieur du pays. Quand il y a un programme bien fiable, probablement les enseignants arrivent à dispenser les cours comme il faut et les élèves sont bien formés. Quand les élèves sont bien formés, la société est bien formée. Je crois que l'État en bénéficie et l'islam en bénéficie. L'État de Côte d'Ivoire a un œil sur l'enseignement confessionnel islamique, on doit faire les deux programmes. Comment suivre ces deux programmes-là au bénéfice de ces enfants? La manière de le faire, je pense qu'à travers ces formations-là, on peut y arriver. On est obligé, vu la nouvelle tendance des écoles islamiques, de reprendre, de revoir les imperfections afin d'être en phase avec le ministère de l'Éducation. L'importance du suivi du programme dans le processus de formation, les exposés sur le programme du premier, deuxième et troisième cycle, la présentation du projet des valeurs prophétiques et son importance dans l'éducation des générations, mais aussi la présentation de l'application et de gestion des examens islamiques sur Internet sont entre autres problématiques développées à ce séminaire d'information et de formation sur la mise à jour du programme d'études arabes de l'enseignement confessionnel islamique de l'OSI. Les populations de Gimbo-Ndolikro, sous-préfecture de Kwasi-Kwasi-Kro, dans la région d'Unzi, ont bénéficié d'innovations technologiques. Objectif, accroître leur production d'igname et assurer leur sécurité alimentaire. Le projet YAM6, c'est aussi la gestion et la protection foncière, comme nous l'explique Kwadio Kwani. Récolte des tubercules d'igname dans les champs écoles du projet YAM6 à Gimbo-Ndolikro.
Klenglé, Assawa ou Koudia, Bonan, Cameroun et Florido. Des variétés précoces ou tardives que cultive la population pour son alimentation et ses revenus. L'igname est une base de production pour nous. C'est ça qui représente aujourd'hui notre cacao comme le café. On a là ici 27 ans. C'est à propos de l'igname qu'on a là. Tout ce que nous on a ici, comme l'argent, tout ça, nous consommons ça, on vend pour avoir l'argent pour arranger notre affaire. C'est tout qu'on compte sur l'igname. La localité est choisie pour apporter aux paysans des innovations techniques afin d'accroître leur production et assurer la sécurité alimentaire. Le choix des sites dans le cadre de ce projet a été, si vous voulez, un choix recommandé par les commerçants d'igname au marché de Gros de Boaké. On a amélioré la qualité des semences en plantation, on a amélioré la densité de plantation, on a amélioré le système de stockage, on a amélioré la qualité des sols en proposant la stabilisation des systèmes avec des apports d'engrais. Ainsi, selon les expérimentations, les rendements vont de 4 à 16 tonnes à la grande satisfaction des producteurs. Avant, on pouvait mettre une butte ici, de l'autre côté, il y a des espaces entre les buttes. Et quand on a une grande superficie, mais on récolte peu. Avant, dans un carré, si j'ai trouvé 1 tonne. Or, avec la technologie qui est arrivée, le carré, je peux trouver des dizaines de tonnes. Après 2 années d'expérimentation, le projet est à son terme. En Côte d'Ivoire, le rendement national moyen est de 6 tonnes à l'hectare. Le projet YAB6 vise l'amélioration de la production d'igname, la gestion et la protection foncière, l'augmentation et l'intensification des cultures pour la sécurité alimentaire. Pour ce faire, le FIRCA doit intervenir dans la recherche des cultures alimentaires qui nous appartiennent. En matière de production d'igname, la Côte d'Ivoire est classée 3e en Afrique après le Nigeria et le Ghana. Ce 19h est à son terme. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À très bientôt.